Bienvenue à l'ICM. Je suis Alexis Brice, le directeur de l'Institut, et je suis ravi de vous accueillir pour cette matinée consacrée à la sclérose en plaques. Je sais que certains d'entre vous sont déjà venus à l'Institut, d'autres le découvrent. Et donc, pour commencer cette matinée, je voudrais vous parler, vous dire quelques mots de l'Institut avec quelques diapositives avant de laisser la place aux trois orateurs qui vont ensuite vous illustrer la recherche menée au sein de cet institut et dans les startups que nous abritons dans le domaine de la sclérose en plaques. Alors, d'abord, l'ICM est un institut qui est là pour répondre à des challenges. Et ces challenges sont doubles. C'est d'une part celui qui concerne le cerveau comme une frontière importante de la connaissance. Et puis, ce sont tous les défis liés aux pathologies du système nerveux et qui sont de plus en plus fréquentes, en particulier avec le vieillissement de la population. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de progresser dans ce domaine, de comprendre les maladies, d'arriver à une médecine qui va permettre de prendre en charge plus efficacement ces maladies et d'en prévenir la survenue. Et c'est un réel enjeu parce qu'aujourd'hui, on sait qu'environ une personne sur 8 est concernée par cette maladie, directement concernée au cours de sa vie. Et si on tient compte des pathologies neurologiques et psychiatriques ensemble, c'est même encore plus. Vous avez les listes de quelques-unes de ces pathologies, mais c'est quelque chose dont on sait qu'à l'échelle de l'Europe, beaucoup de personnes sont concernées et que le coût pour l'ensemble de notre société dépasse 800 milliards d'euros à l'heure actuelle. Donc c'est un enjeu médical, c'est un enjeu social, c'est un enjeu de santé publique auquel l'ICM veut répondre avec bien sûr d'autres instituts dans ce domaine. Et bien sûr, la première étape pour ces différentes pathologies, si on veut les traiter plus efficacement, c'est bien sûr de les comprendre. Et c'est pour répondre à cet enjeu de compréhension que l'ICM a été conçu comme un lieu de découverte et aussi d'accélération des progrès médicaux, par des nouvelles approches scientifiques, par des outils de grande qualité que vous avez fait. Et donc l'ICM, c'est vraiment un modèle original, c'est un écosystème dans lequel vous trouvez bien sûr des chercheurs, ils vont vous parler tout à l'heure, donc des équipes de recherche, des plateformes technologiques qui leur permettent, avec les outils les plus performants, d'étudier le système nerveux, son fonctionnement et le dysfonctionnement lié aux maladies à différentes échelles, depuis l'échelle microscopique jusqu'au fonctionnement de réseaux de neurones qui vous permettent de générer la pensée, le langage, de nous comprendre, etc. Et donc, à côté de cette recherche fondamentale, nous avons un centre d'investigation clinique qui permet de faire la preuve de concept des avancées de la recherche en faisant participer les patients à des protocoles de recherche, et puis aussi une pépinière d'entreprise, parce que nous pensons que c'est à travers ces jeunes entreprises que les applications vont pouvoir le plus rapidement être répandues. Donc voilà un peu l'écosystème de l'Institut qui finalement accueille des patients, des chercheurs, des cliniciens-chercheurs, mais aussi donc des entrepreneurs qui vont nous aider à accélérer ça. Et cet écosystème, il bénéficie d'un environnement exceptionnel. C'est celui de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est mondialement connu, et qui représente dans le domaine des maladies du système nerveux, en particulier la neurologie, un pôle d'excellence avec
le pôle des maladies du système nerveux. C'est un grand bâtiment, c'est aussi maintenant 700 personnes qui travaillent à la recherche sur ces maladies du système nerveux et sur le système nerveux, tous ces équipements, le centre d'investigation clinique et l'incubateur. Alors, la recherche, ici, elle bénéficie d'un environnement particulier, d'un écosystème auquel nous sommes très attachés et qui est innovant, mais c'est aussi une recherche qui s'appuie sur ces piliers. Le premier, c'est l'attractivité. Et au cours des dernières années, nous avons pu faire venir des chercheurs internationaux de grands talents qui maintenant choisissent de venir à l'ICM. Donc, c'est une recherche qui est attractive. C'est aussi ce qu'on appelle une recherche translationnelle. Une recherche qui consiste en des allers-retours entre des observations qui sont faites chez les patients et des observations précliniques, donc plus fondamentales, qui sont confrontées et qui nous permettent d'avancer dans la compréhension des maladies ou dans des pistes thérapeutiques. C'est aussi une recherche multidisciplinaire, car ici, vous ne trouvez pas seulement des biologistes, des médecins, mais il y a toutes sortes de professions qui travaillent ensemble, en particulier de plus en plus venant des mathématiques, de l'informatique ou de la physique. C'est une recherche qui est très transversale parce que grâce à notre capacité à mener des recherches dans différentes pathologies, on peut croiser les regards et trouver des points qui sont communs et éclairer certaines maladies grâce aux progrès faits sur le monde. C'est le cas de certaines maladies rares, par exemple, qui nous éclairent sur des pathologies connues. Et enfin, c'est une recherche qu'on veut innovante et allant vers les applications grâce à des partenariats, non seulement industriels, mais aussi, comme je vous l'ai dit, à des partenariats avec des start-up. Évidemment, cette recherche, elle est aussi internationale, parce que nous avons des partenariats avec de très nombreux instituts de recherche sur différents continents. Et la vie d'un institut comme le nôtre est faite de collaboration internationale, mais aussi de compétition internationale. Donc, quelles sont les missions de l'ICM? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est comprendre le fonctionnement du cerveau, et pour cela, il faut comprendre comment il se développe, comment il s'adapte, comment il vieillit, et tout ça va nous donner des informations sur son fonctionnement. Et à partir de là, on va pouvoir étudier les pathologies qui dysfonctionnent, et dans ce domaine, on identifie des facteurs de risque, et à partir de ça, on développe des outils pertinents pour diagnostiquer mieux prédire l'évolution des maladies et adapter le traitement. Et tout ça, c'est pour aller vers ce qu'on appelle une médecine de précision. Et puis, bien sûr, tout ça n'a pas de sens si nous ne trouvons pas de nouvelles solutions thérapeutiques. Et l'étude en profondeur des maladies nous permet d'identifier des cibles. Elle nous permet de trouver des moyens de réparer les dommages, mais ce qu'on veut, c'est aller de plus en plus vers une médecine qui soit capable non seulement de traiter, de ralentir la progression des maladies, mais surtout de la prévenir. Donc on a des objectifs importants à l'intérieur. Et pour cela, je vous l'ai dit, nous avons fait venir des chercheurs du monde entier, ici les 10 équipes que nous avons recrutées au cours des dernières années, qui viennent compléter les 18 autres équipes de l'Institut et qui travaillent ensemble en synergie sur ces maladies. Les plateformes technologiques sont au service des chercheurs et vous voyez qu'il y en a de toutes sortes, depuis l'échelle de la molécule jusqu'aux prélèvements biologiques qui préviennent les patients pour cette recherche translationnelle, et que tout ça, conjointement avec le centre d'investigation clinique, nous permet d'aller plus loin dans la recherche sur les maladies. Et avoir ici un centre d'investigation clinique, c'est vraiment important parce que ça permet aux chercheurs de développer, d'appliquer des idées dans
des conditions qui sont parfaitement réglementées, qui répondent à toutes les contraintes d'ordre réglementaire, mais aussi à toutes les règles éthiques, avec une grande efficacité. Et dans ce centre d'investigation clinique, il y a plus d'une centaine de projets qui sont menés. Et puis ça permet aussi aux patients qui sont suivis sur le site, certains d'entre eux, de participer à la recherche et de bénéficier de tout le plateau technique de l'Institut. La dernière pierre à cet édifice, c'est l'incubateur, et c'est l'originalité, une des originalités de notre Institut, d'avoir un incubateur qui accueille près d'une vingtaine de start-up, qui les accompagne, et ces start-up travaillent évidemment dans le domaine des maladies du système nerveux, collaborent avec nos équipes de recherche, avec nos plateformes, et permettent de faire avancer les applications. Vous allez en avoir un exemple aujourd'hui même avec Adscientia. Et cet incubateur a un tel succès, c'est-à-dire que l'environnement est tellement favorable pour accélérer les projets, que l'ICM s'est récemment agrandi son incubateur en occupant des postes dans la station F, qui vient d'ouvrir juste à côté. Et donc l'ICM est maintenant le premier partenaire santé de ce grand incubateur station F. Voilà, vous connaissez l'environnement, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'ICM est sur la bonne pente. Il a acquis une grande notoriété scientifique et médicale. C'est le premier maintenant en termes de production scientifique à l'échelle nationale, plus de 1500 publications. Il est très bien placé aussi à l'échelle mondiale dans le domaine de la recherche sur les maladies du système nerveux, et une dynamique très forte dans le domaine de la recherche clinique. Je vous le disais, plus d'une centaine de travaux de ce type qui sont menés. Et puis il y a d'autres aspects originaux, par exemple le Living Lab, qu'on a créé à proximité des patients, pour que patients, soignants, membres des familles, aidants, puissent travailler ensemble pour produire de nouveaux dispositifs médicaux qui vont aider à la prise en charge des patients au quotidien. Et ce Living Lab a déjà réalisé 7 prototypes d'idées qui sont venues de la confrontation donc, des besoins des patients et des idées provenant d'eux-mêmes et de leur entourage. Et c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dynamique et intéressant comme concept. L'ICM a aussi progressé en termes de plateforme technologique, et par exemple nous bénéficions de la première TEP-IRM qui permet à la fois d'analyser la structure du cerveau, mais aussi son fonctionnement grâce à des traceurs qui le voient en activité. Et cette première en France, c'est une machine qui est à la fois dédiée à la recherche, au bénéfice de l'ICM, mais aussi aux soins dans le cadre de l'hôpital. Et puis, tout ça, cet environnement, cet écosystème dont je vous ai parlé, a déjà à son actif pas mal de découvertes, vous avez vu beaucoup de publications scientifiques, mais aussi des éléments précis. Par exemple, la première mondiale de l'entreprise Cartera, qui a été menée en collaboration avec l'ICM. Il s'agit là d'un dispositif d'ultrasons qui permet d'ouvrir la barrière qui sépare le sang du cerveau. Et l'objectif de cela, c'est de pouvoir faire passer depuis la circulation les médicaments vers le cerveau. Parce que cette barrière protège le cerveau, mais elle empêche aussi les médicaments d'atteindre directement le cerveau. Et grâce à des techniques d'ultrasons, il est possible d'ouvrir de façon réversible pendant quelques heures cette barrière, et ça ouvre des perspectives pour le traitement de différentes pathologies, en particulier des tumeurs cérébrales. Et puis, une autre entreprise qui était incubée à l'ICM, MedDay, a
réussi à développer, à mettre sur le marché déjà le premier médicament contre les formes progressives de sclérose en plaques. Voilà, c'est une étape importante. Je vous invite à télécharger le semestre d'avancée qui vous relate donc toutes les avancées que nous considérons comme importantes survenues au cours des 6 derniers mois dans l'ICM et pour pouvoir suivre donc, tous les 6 mois ce qui se passe dans cet institut. Donc voilà en quelques mots l'Institut, la philosophie qui nous anime et les résultats tangibles que nous avons pu obtenir en quelques années, parce que je vous rappelle, l'Institut a ouvert ses portes tout doucement à partir de 2011, et maintenant, je crois que cet institut est un grand succès, bien sûr obtenu grâce à l'environnement, grâce à la qualité des chercheurs et des médecins qui y travaillent, mais aussi parce que le public nous a aidés dans cette tâche. Et vous savez combien il est important pour nous d'être soutenus par le public qui est ici. Et je voulais vous remercier en particulier aussi de votre générosité, sans laquelle nous n'aurions pas pu aller assez vite. Et comme vous le savez, nous avons l'ambition non seulement d'aller aussi vite, mais surtout d'accélérer dans les années qui viennent, et nous comptons sur vous. D'un autre côté, je suis aussi très heureux que vous soyez là, parce que pour nous, c'est un plaisir, et pour les chercheurs, de partager leurs avancées. Ça donne du sens à ce qu'ils font, et je vous propose maintenant justement d'écouter nos chercheurs, qui sont particulièrement motivés et ouverts, qui vont vous présenter leurs travaux, et bien sûr répondre aussi à vos questions. Le premier chercheur de l'ICM dont vous allez entendre parler, c'est Brahim Naïtou Mesmar, qui travaille sur les aspects biologiques de la myélinisation, et donc il va vous expliquer le lien avec la sclérose en plaques, puisque sa question concerne la réparation des lésions dans cette pathologie. Merci beaucoup, et je donne la parole à Brahim. Donc, bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, comme le professeur Alexis Brice vous l'a dit, mon thème de recherche concerne les mécanismes de réparation des lésions de la sclérose en plaques. C'est donc un projet de recherche extrêmement important pour comprendre d'une part la physiologie de la maladie, mais également développer des stratégies thérapeutiques qui vont permettre en fait d'enrayer la progression de la maladie. Donc, il faut savoir que l'ICM est un écosystème extrêmement important pour la recherche sur la sclérose en plaques, et en particulier 4 équipes sont dédiées à la recherche sur la sclérose en plaques. Voilà. Donc l'équipe composée à la fois de cliniciens et de scientifiques, ça c'est une originalité extrêmement importante de l'ICM. Donc il y a 4 équipes dédiées d'une part aux mécanismes neurogénétiques de la maladie, aux mécanismes de myélinisation et de remyélinisation. Mon équipe co-dirigée avec Anne Baron sur les approches moléculaires et cellulaires de la réparation, et une équipe, l'équipe de Jean-Léon Thomas et Boris Zapp, qui s'intéresse à des aspects un peu plus fondamentaux sur le développement des cellules à l'origine de la myéline. Et ce qui est également un point extrêmement important à l'ICM, c'est que cette recherche est à la fois fondamentale et appliquée sur la sclérose en plaques, et elle se fait en lien avec la clinique de neurologie, en particulier la clinique de la sclérose en plaques, et, comme le professeur Alexis Brice vous l'a montré, le centre d'investigation clinique localisé ici à l'ICM, qui nous permet d'envisager des essais cliniques très rapidement, de la recherche fondamentale vers la clinique. Alors, la sclérose en plaques, par définition, c'est une maladie inflammatoire
du système nerveux central, cerveau, moelle épinière et nerf optique, qui va conduire à une destruction de la myéline et des oligodendrocytes. Vous avez ici une image en IRM des lésions de la myéline, et ici, sur une coupe, la myéline est colorée en bleu, des lésions, ici, en blanc, ce sont des lésions de la sclérose en plaques. Cette maladie a une prévalence chez l'adulte jeune, elle se déclare entre 20 et 40 ans, avec une forte prévalence chez les femmes. C'est environ 100 000 cas en France, avec plus de 2,5 millions dans le monde, et les causes de cette maladie restent encore inconnues, avec des facteurs de prédisposition, génétiques ou environnementaux. Et actuellement, les traitements disponibles sont essentiellement basés sur l'utilisation d'immunomodulateurs ou d'immunosuppresseurs qui diminuent la fréquence des poussées, mais qui sont insuffisants pour stopper la progression de la maladie. Et donc, c'est ces traitements qui permettent de stimuler la remyelisation sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle la remyélinisation. Et c'est un point de recherche extrêmement important. Donc, juste pour vous rappeler, le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière sur lequel on travaille, est composé de neurones qui vont assurer la transmission de l'influx nerveux, du signal nerveux, et de cellules gliales. Et parmi les cellules gliales, on s'intéresse plus particulièrement à cette cellule qu'on appelle l'oligodendrocyte, qui est à l'origine de la synthèse de la gaine de myéline. Alors, l'oligodendrocyte, en fait, a la capacité, grâce à ce prolongement, d'enrouler les fibres nerveuses et aboutir à la synthèse de cette gaine, que vous voyez ici à fort grossissement en microscopie électronique. Et cette gaine, en fait, à l'image d'un fil électrique, va isoler les fibres nerveuses et permettre une conduction rapide de l'influx nerveux et également assurer une neuroprotection. C'est donc un élément crucial pour la protection des fibres nerveuses et donc contre éviter leur dégénérescence. Alors, juste pour rappel, la myéline a cette fonction extrêmement importante dans la conduction nerveuse, et vous voyez deux types de fibres, les fibres qu'on appelle non myélinisées, dans lesquelles en fait l'influx nerveux, le signal, va se propager de manière lente, et la vitesse de conduction est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Dans le cas des fibres myélinisées, lorsqu'il y a de la myéline, l'influx nerveux va se propager très rapidement de ces points qu'on appelle les nœuds de Ranvier, et c'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire, et cette conduction extrêmement rapide va être de l'ordre de 10 à 100 mètres par seconde. Vous voyez tout de suite l'importance en fait de cette myéline dans la conduction nerveuse et cette capacité donc de la myéline à accélérer la transmission du signal nerveux. Et donc, c'est donc la fonction principale de la myéline, c'est d'assurer cette conduction rapide de l'influx nerveux. Et on conçoit dès lors que toute atteinte en fait de cette structure va conduire à des troubles neurologiques sévères et notamment de transmission de l'influx nerveux. Et c'est ce qui se passe dans la sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle la démyélinisation. Et ce qui va se passer, d'une part, c'est une rupture de la barrière avec une infiltration de cellules immunitaires dans le système nerveux qui vont en fait cibler la myéline et la dégrader pour conduire en fait à une destruction bien sûr de la myéline. Et l'axone où la fibre nerveuse se retrouve donc dénudée, et lorsque ces lésions ne sont pas réparées, ce qui va se passer, c'est que ces fibres vont à terme dégénérer, et c'est ce qu'on appelle la perte des fibres nerveuses qui sont responsables des formes progressives de la sclérose en plaques. Et donc, cette perte des fibres nerveuses va conduire à des troubles moteurs, cognitifs, visuels, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe tout de même dans notre système nerveux une capacité de réparation. Et cette capacité de réparation est conduite par des cellules très immatures qui sont présentes dans le système nerveux central adulte, qu'on appelle les précurseurs d'oligodendrocytes ou progéniteurs. Ce qu'on sait par nos études, c'est que dans le cas d'une démyélinisation,
Ces cellules vont tout d'abord être réactivées, c'est-à-dire que leur prolifération va augmenter. Elles vont migrer vers les lésions de démyélinisation et finalement se différencier et synthétiser une nouvelle gaine de myéline. Et ce processus de réparation existe également dans certaines lésions de sclérose en plaques. Et vous avez ici, par exemple, une coupe de cerveau avec la myéline en bleu et ces petites taches ici, marquées par une flèche rouge, qu'on appelle des shadow plaques ou des lésions remyélinisées, qui témoignent chez les patients d'une capacité régénérative de la myéline. Et on sait que cette régénération est suffisante pour protéger l'axone et rétablir la conduction de l'influx nerveux. Mais ce qu'on sait également, c'est que cette remyélinisation est inefficace et elle va échouer avec la progression de la maladie pour entraîner une perte des fibres nerveuses et à terme des lésions chroniques, comme celle-ci, en blanc, qui vont en fait être la cause principale de la progression du handicap neurologique. Donc, pour comprendre ce processus régénératif, il est important de comprendre comment ces cellules, qu'on appelle les oligodendrocytes, vont être générées. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, promouvoir cette réparation reste encore un enjeu thérapeutique majeur dans la sclérose en plaques. Et donc, nos recherches, in fine, visent essentiellement à démontrer ou à établir des stratégies qui vont permettre de promouvoir de manière pharmacologique cette réparation. Donc, ce sont voilà, les objectifs de nos recherches sur lesquels on travaille. Nos projets visent à mieux comprendre, d'une part, les mécanismes, les étapes cellulaires qui vont conduire à une bonne remyélinisation, puis d'identifier des cibles grâce à ces connaissances fondamentales, des cibles d'intérêt thérapeutique qui vont contrôler cette réparation, puis de développer des stratégies pour promouvoir la remyélinisation. Et donc, pour comprendre cette remyélinisation, il est important de connaître comment, au cours du développement normal de notre système nerveux, les oligodendrocytes qui forment la myéline sont générés. Il faut savoir que les oligodendrocytes, c'est-à-dire cette cellule qui forme la myéline, sont générées à partir de cellules souches neurales ou de cellules immatures qui vont en fait, au cours du développement de notre système nerveux, passer par différents stades, c'est-à-dire du stade du précurseur de l'oligodendrocyte au stade de l'oligodendrocyte différencié qui va en fait contacter les fibres nerveuses, puis en oligodendrocyte capable de synthétiser de la myéline, c'est ce qu'on appelle les oligodendrocytes myélinisés. Et ces étapes, en fait, sont contrôlées par un certain nombre de facteurs, et en particulier un facteur qu'on appelle le gène OLIV2, qui est en fait un gène vital dans la transition du précurseur au stade d'oligodendrocyte myélinisé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces précurseurs qui sont générés au cours du développement persistent dans le cerveau adulte. Et ça, c'est un espoir extrêmement important, puisque on sait que ces précurseurs d'oligodendrocytes, qu'on appelle les précurseurs adultes, donc qui sont présents chez tout individu, sont la source cellulaire principale de la remyélinisation et donc de la réparation de lésions de la myéline. Donc, ce qu'on a montré plus récemment, c'est que ces facteurs qui vont contrôler le développement des oligodendrocytes sont également des cibles d'intérêt thérapeutique extrêmement importantes pour la remyélinisation. Et ce qu'on a montré, c'est que dans le cas des lésions de la sclérose en plaques, on retrouve un certain nombre de facteurs, comme OLIV2, ici en rouge, SOX17, ou le facteur Erickser-gamma, qui sont en fait des facteurs essentiels à la transition du stade progéniteur au stade oligodendrocyte remyélinisé. Et ici, vous avez une image d'une lésion chronique active de sclérose en plaques avec une inflammation en bordure de la lésion. Et dans cette région, en bordure de cette lésion, ce qu'on trouve, c'est des précurseurs d'oligodendrocytes, ces progéniteurs, qui vont exprimer de manière extrêmement forte
des facteurs qui va les pousser à devenir oligodendrocytes remyélinisants, c'est-à-dire à resynthétiser de la myéline. Et donc ça, on sait que ce processus existe dans la sclérose en plaques. Et donc, toutes les stratégies actuellement que nous développons visent à cibler de manière pharmacologique cette étape dite de transformation des progéniteurs en oligodendrocytes capables de régénérer la myéline. Et donc, pour cela, ce que nous avons fait à l'ICM, c'est développer un modèle cellulaire qui va nous permettre de rechercher des composés pharmacologiques qui vont être capables de stimuler la remyélisation. Je vous ai montré le développement de cet outil cellulaire extrêmement innovant qui nous permet en fait de faire une recherche à large échelle de composés capables d'induire une myélinisation. On dispose également d'un modèle transgénique de chez le Xenop qui est en fait un modèle où les oligodendrocytes et la myéline peuvent être marqués en vert. Et donc ce modèle permet également de tester in vivo l'aspect ou l'effet de composés sur la remyélinisation. Et une fois que ces composés ont été découverts dans ces modèles, on a à disposition au laboratoire des modèles de validation en culture, à partir soit de cultures de cellules souches ou de précurseurs d'oligodendrocytes, des modèles de remyélinisation ex vivo, c'est-à-dire qu'on est capable in vitro d'étudier la remyélinisation, par exemple sur des tranches, ici de cervelet, et vous avez ici par exemple des gaines de myéline marquées par une protéine qu'on appelle la protéine basique de la myéline, et on peut tester grâce à ces essais l'effet de molécules sur leur capacité à induire une synthèse de myéline. Et in fine, on a des modèles expérimentaux de la sclérose en plaques où on peut reproduire partiellement la maladie, et notamment des modèles chez le rongeur, où on peut créer des lésions, ici comme dans la moelle épinière, et étudier l'influence de composés sur leur capacité à promouvoir la remyélisation. Et l'espoir, c'est qu'une fois que ces étapes ont été démontrées, c'est d'aller vers les essais cliniques, ici au Centre d'investigation clinique à l'ICM. Donc, juste pour conclure, il faut savoir que la recherche ou le développement de stratégies thérapeutiques visant à stimuler la remyélisation est en plein essor dans la sclérose en plaques. Il y a un certain nombre de molécules qui ont été en fait, qui sont maintenant au stade préclinique, c'est-à-dire au stade expérimental, en particulier le tocopherol TFA12. Il y a une cytokine qu'on vient récemment d'isoler, CCL19, par le groupe de Violeta Zujovic ici à l'ICM, et l'ifimprudil. Ça, ce sont des molécules issues de la recherche à l'ICM. Et d'autres molécules sont déjà au stade d'essai clinique, comme la biotine. Et donc, le professeur Alexis Brice vous en a parlé. C'est une start-up incubée à l'ICM, UNITE. Il y a également la clémastine, l'acide rétinoïque 9,6, l'olexosine et les benzotropines qui sont maintenant en phase d'essai clinique. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ces avancées vont permettre véritablement le développement de nouveaux traitements pour les formes progressives de la sclérose en plaques. Et ça, c'est un enjeu et un progrès majeur ces dernières années dans le domaine de la sclérose en plaques, puisque ces indications vont être complémentaires des immunomodulateurs et donc permettre réellement d'avoir une stratégie régénérative des lésions et donc de prévenir la progression du handicap. Donc, je tiens à remercier donc bien sûr les membres de mon équipe. C'est une recherche bien sûr qui est conduite en équipe et bien sûr nos financeurs, en particulier la Fondation ACCEP et la MS Society aux États-Unis. Et bien sûr, vous pour votre attention et votre soutien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de nous éloigner un petit peu de ces aspects scientifiques pour vous dévoiler une autre activité, un autre aspect de ce qui se passe ici à l'ICM. Et je vais vous parler un petit peu de la manière dont on travaille dans l'innovation digitale. Comment est-ce que, ici à l'ICM, on travaille
il y a des startups au deuxième étage. Et donc nous travaillons sur l'utilisation de la technologie pour la mettre au service des patients, des médecins et des chercheurs. Je m'appelle Yuma Tokitsu, j'ai créé ici même à l'ICM il y a 4 ans une start-up dont justement l'objectif est de créer des outils digitaux pour les patients, pour les médecins. Donc on va commencer par on va commencer par une actualité. Il y a quelques semaines, nous venons de mettre sur le marché une application dédiée à la sclérose en plaques. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu cette application. Et ensuite, je vous propose de vous présenter un petit peu la manière dont on a travaillé ici, à l'ICM, avec des patients, avec des médecins, pour mettre au point cette application, avant d'ouvrir un petit peu sur l'avenir et de vous montrer encore un autre aspect des travaux qu'on mène ici, qui sont plus axés vers l'avenir, vers l'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, vous savez qu'il y a énormément de capteurs dans un smartphone. On en utilise un certain nombre, notamment tout ce qui va permettre de mesurer les mouvements, le gyroscope, l'accéléromètre, la boussole, et encore d'autres capteurs. Également tout ce qui est sur l'écran, qui va permettre de mesurer la motricité fine dans des exercices que je vais vous montrer, et puis le micro, parce qu'on travaille aussi avec la reconnaissance vocale. Évidemment d'autres capteurs comme le GPS, etc. Donc l'application MS Copilote, c'est une application de suivi de la sclérose en plaques qui répond au problème suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, les consultations durent en moyenne, je crois, 20 minutes. Un patient atteint d'une sclérose en plaques voit son médecin 1 à 2 fois par an. Et c'est une maladie qui affecte qui a différentes expressions et qu'il est difficile d'évaluer. Nous avons étudié 2 méthodes, 2 gold standards d'évaluation de la maladie, la MSFC et le DSS, qui sont toutes les deux des scores d'évaluation qui sont faits pour les études cliniques et pas pour le suivi des patients. Je pense qu'il faut à peu près 1 heure pour évaluer, pour mener l'ensemble des tests de la MSFC. Donc vous voyez qu'avec une consultation de 20 minutes, c'est pas tout à fait adapté. Donc ça a été le point de départ et c'est pour ça que nous avons souhaité créer un outil qui permette au patient de réaliser lui-même ces tests de la même manière que le neurologue les réalise dans une étude clinique à l'hôpital. Alors, dans certains pays, aux États-Unis, dans certains hôpitaux, le patient passe d'abord 1 heure avec une infirmière qui va mener l'ensemble des tests. En France, ça n'est malheureusement pas le cas, donc nous avons lancé ce programme de recherche, et je vous expliquerai après comment nous avons constitué cette application en travaillant au quotidien avec des patients et des médecins pour vraiment l'adapter à leurs besoins. Cette application donc, est composée de 4 tests. Donc on va évaluer d'abord la marche du patient. Donc c'est quelque chose qui est conçu d'une manière très simple. Ça fonctionne sur tous les smartphones. Et donc quand vous lancez l'application, vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment, qui vous montre comment la... Encore faut-il que j'arrive à lancer la vidéo. Voilà. Donc vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment utiliser l'application. Bon, ok, ça c'est la fin, désolé, petit... Bon, allez. Bon, je pense que le patient prend son téléphone, visualise un petit tutoriel qui lui explique comment utiliser l'application. Ensuite, il met le téléphone dans la poche et il va marcher. Il va marcher jusqu'à
fatigué, enfin jusqu'au bout du périmètre de marche. Le périmètre de marche, vous le savez, c'est un des éléments très importants de l'EDSS et de la MSFC. Donc les cliniciens, pendant la consultation, posent généralement cette question, interrogent le patient sur le périmètre de marche. C'est une information très importante, mais une information qui est malheureusement, si elle n'est pas évaluée de manière précise, qui a la précision qu'on lui donne, la précision de notre mémoire et d'une certaine approximation. Donc là, l'idée, c'était véritablement de créer un outil qui permette d'objectiver cette mesure et de permettre au patient de le réaliser lui-même. Ensuite, on a la même chose avec l'exercice suivant. Donc là, on est sur un exercice qui va évaluer la dextérité. C'est très simple, hein. On prend d'abord avec la main droite, on déplace la petite boule rouge le long de la ligne, et vous voyez que les schémas se compliquent de plus en plus. Une fois qu'on a fini ces exercices avec la main droite, on passe à la main gauche. Il y a quelques questions qui demandent si vous êtes fatigué, comment vous vous sentez. Et c'est terminé. Le troisième exercice est un exercice de cognition, plutôt d'attention, où on va demander au patient d'associer le symbole avec le chiffre qui est juste au-dessus. Vous voyez en haut une ligne avec des symboles et des chiffres qui sont alignés. On doit, lorsqu'un symbole apparaît, on doit prononcer le chiffre correspondant, et avec un système de reconnaissance vocale, l'application va comprendre ce que le patient prononce et mesurer le temps qui est mis pour effectuer cette correspondance. Donc c'est un exercice qui reprend les exercices standards validés et qui va permettre de donner un score d'attention. Enfin, le dernier exercice, parce que la vision en bas contraste est l'un des paramètres qui évolue dans la sclérose en plaques, nous avons réalisé un autre exercice qui permet, vous allez voir, qui affiche des lettres, des chiffres de plus en plus petits et avec un contraste très bas. Alors là, c'est amplifié par l'écran, mais sur le smartphone, on a évalué avec des spécialistes le bon taux de transparence pour afficher le chiffre. Et donc c'est pareil, avec un système de reconnaissance vocale, le patient va pouvoir reconnaître les chiffres et on va ainsi pouvoir évaluer sa vision en bas contraste. Donc vous voyez, ce sont 4 exercices qui sont très simples à mettre en œuvre, qui ont été développés avec un comité scientifique d'experts. Et cette application est un dispositif médical enregistré donc auprès des autorités, dont je rentrerai tout à l'heure dans le détail de la manière dont on l'a conçu, mais dont les résultats sont